Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie évidemment les organisatrices et organisateurs pour ce colloque et aussi le public d'avoir répondu présent. Donc aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de la mainstreamisation et l'hétérotopie autour du corps drag. Donc nous parlons du drag comme d'une pratique née dans la seconde moitié du XXe siècle, mais le proto-drag, ce qu'on peut appeler donc proto-drag, était déjà présent au début du siècle. Appelés spectacles de travestis, ils étaient présentés à l'image de freak shows érotisants, une sorte de curiosité sexuelle. Donc, de prime abord, nous pouvons penser que ce jeu de genre ne s'intègre pas dans l'histoire de l'art traditionnel, mais nous retrouvons beaucoup de points de convergence avec les performances des artistes femmes de la seconde moitié du XXe siècle. En effet, que ce soit dans l'une ou dans l'autre des pratiques, il est question de l'habitation de son propre corps, de l'affirmation de son identité, mais aussi de la revendication de celle-ci. Donc, que ce soit dans des cercles de sociabilisation, qu'ils soient communautaires ou artistiques, ou plus tard dans l'espace public. Lorsque Caroline Schneemann extrait un rouleau de papier de son vagin pour réclamer un refus de l'objectivation de son travail par le regard sexiste et paternaliste d'un homme, elle prend à bras le corps le problème de hiérarchie des genres pour en faire une force et ce qui deviendra donc une performance historique. Dans les shows drag, The Nice Show et la mise en drag, les artistes drag ont utilisé leurs pratiques artistiques pour dénoncer respectivement le racisme et la misogynie qui ont lieu dans leur communauté, mais pas que. Un autre parallèle peut être fait entre la photographie de Michelle Sylvander, où, après avoir coupé ses cheveux, elle se les est collés sur le torse, et la pratique drag king. Si la pratique drag a autant de points communs avec la performance artistique, peut-on la commenter avec la même méthodologie? Peut-on analyser les performances en prenant comme référentiel l'histoire de l'art conventionnel? Dans une première partie, donc, nous nous arrêterons sur la question des lieux où s'inscrivent le travestissement et le drag. Nous les interrogerons à la lumière du concept d'hétérotopie de Michel Foucault. Dans une seconde partie, nous verrons les impacts de l'émission RuPaul's Drag Race. L'arrivée à la télévision de la pratique drag a été un élément donc marquant dans le milieu du drag, dans son appréhension par un public plus large et plus forcément donc communautaire. Nos analyses ont donc dû prendre en compte cette évolution parallèle aux scènes locales. En effet, nous nous pencherons sur un constat actuel. Où en est-on des lieux de performance drag? Quelles évolutions pour quel impact? Quelles pratiques pour quel public? Et comment peut-on commenter une actualité si mouvante en tant que chercheuse et chercheur? Dans cette première partie, donc, il me semble nécessaire de poser la question du lieu drag comme contexte à cette pratique pour mieux appréhender sa place en art et dans notre terrain de recherche. Au début du XXe siècle, la pratique proto-drag, dit spectacle de travesti, prenait place dans des cabarets, dans des bars comme Madame Arthur de Paris, qui est l'un des plus connus. Ces lieux étaient connus, mais on en taisait le nom, décrété lieu malfamé, on associait les bars gays et les spectacles travestis à de la décadence sexuelle, puisque pendant des années, ces pratiques et ces identités ont été pénalement interdites. Régulièrement sujet à la répression homophobe et ou policière, une solidarité supplémentaire s'est établie au sein de ces communautés. Avec la timide sortie des années SIDA et la dépénalisation de l'homosexualité en 1981, donc il me semble important de noter que c'est Edmond Hervé, au nom de l'État français, qui rejette le classement par l'OMS de l'homosexualité comme maladie mentale. Et on notera également que c'est seulement en 2004 que l'homophobie entre dans les motifs de discrimination. Donc évidemment, très très tard. La pratique clandestine de ce proto-drag devient alors possible au grand jour, de façon officielle, et c'est alors que les spectacles travestis deviennent plus glamour, plus théâtralisés, et se métamorphosent petit à petit en ce qu'on connaît en tant que drag. Ces pratiques, peu importe le nom qu'on leur donne, est une façon de mettre en scène son corps derrière un persona, de se réapproprier son corps, mais aussi son identité, partiellement effacée dans le monde du dehors. Il s'agit de déjouer les discours extérieurs qui oscillent entre jugement et interdit. Les artistes drag sont alors
au devant de la scène, devant un public qu'on imagine majoritairement LGBTI, ce sur quoi nous reviendrons avec nuance. Cette question du dedans et du dehors nous intéresse particulièrement au regard de la notion d'hétérotopie selon Michel Foucault. L'idée d'une hétérotopie est celle d'un lieu où les minorités seraient obligées par une pression et une répression non dites de se retrouver dans des lieux communautaires où le seul espace de liberté est en fait de créer un fonctionnement alternatif à la société qui les repousse. Les bars et les cabarets, les bars évidemment LGBTI, sont d'excellents lieux hétérotopiques cachés du regard des passants et passantes de la société. Ce sont généralement les mêmes enseignes d'un show à l'autre. On dit alors qu'ils sont connus pour ça. L'idée même de performer ailleurs n'est pas si naturelle pour ces artistes. On peut tout de même citer l'artiste Sacha Kills, qui, entre Berlin et Paris, commence à performer sur les terrasses des bars, circulant entre le lieu hôte et les bars voisins, obligeant alors tout le monde à porter un regard sur elle, qu'il et elle soient venus pour ça ou non. On peut constater donc des réactions de surprise, parfois un enthousiasme face à la nouveauté incongrue, parfois le rejet clair. On notera également que la surprise et l'enthousiasme, ce sont majoritairement des réactions de femmes, et le rejet clair, majoritairement des réactions d'hommes. Donc pas de surprise là-dessus. Pardon. À propos de rejet, nous pouvons faire un parallèle avec l'artiste Alberto Sorbelli, qui, dont Quentin Petit-Duval a parlé juste avant, avec justesse, qui a déambulé donc travesti dans le musée du Louvre sans prévenir de sa venue, de l'aspect performatif de son apparition. Donc il a été sorti et tabassé par les vigiles. Il assume pleinement sa démarche. Donc je cite, « Si j'avais dit que j'étais un artiste en train d'opérer, les gens ne seraient pas entrés dans mon jeu, la société n'aurait pas répondu à mes actes. » En effet, il paraît évident que le public est plus enclin à apprécier une performance d'artiste plutôt que la présence gênante d'un homme travesti proposant ses services tarifés. Ce qui intéresse notamment l'artiste est ce décalage d'appréciation, ce qui est acceptable au nom de l'art et ce qui ne l'est pas au nom du réel. Le travestissement en musée et en institution d'art n'est pas encore accepté totalement, même si certaines font des propositions intéressantes, comme le McVal, qui a exposé une vidéo de l'artiste Steven Cohen lors de son exposition Tous des sans mêlés. Alberto Sorbelli se pose la question de l'apparition travestie en intérieur, tandis que les artistes Eva et Adèle agissent à la fois dedans et dehors. Ce couple a choisi en 1989 une narrativité qui les ferait venir du futur à l'aide d'une machine à remonter le temps. Maquillage et tenues futuristes, fantaisistes, mais surtout identiques, elles ne font plus qu'une. Leur but est de se ressembler le plus possible afin que leur individualité soit fondue dans l'unicité de leur union. Elles ne donnent pas en soi de performance, elles sont une performance. Enfin, leur présence, leur existence en est une. Eva et Adèle vont faire leurs courses, vont au restaurant, bien à des vernissages ou des biennales dans leur tenue identique. Donc elles ne font pas en fait de différence entre la quotidienneté et le milieu artistique. Donc leur quotidien est en effet une performance. Elle déclare régulièrement, je cite, « Tout lieu est notre musée ». Le rattachement à l'idée d'une institution muséale reste importante, comme s'il s'agissait d'un passage obligé pour attester de la valeur artistique de leur démarche. Cette notion de lieu, qu'il soit muséal ou alternatif, se voit remis en question dans les années 2010 par l'explosion de l'audimat du concours télévisé RuPaul's Drag Race, créé par la superstar du drag, RuPaul. Ce concours s'organise autour de challenges qui sont censés représenter les compétences obligatoires, selon RuPaul, d'une drag queen. Donc, par exemple, couture, comédie, acting, maquillage, chant et danse. Diffusé en premier lieu sur une chaîne communautaire à faible audimat, le concept est vite racheté par une plus grande chaîne américaine, puis diffusé sur Netflix, ce qui a retourné le milieu drag. En effet, RuPaul, par la mise en scène de cette pratique à la télévision et sur les plateformes de streaming, a permis au plus grand nombre d'y avoir accès, ce qui peut paraître positif dans un premier abord. Mais il a aussi fait éclater le caractère hétérotopique des performances drag,
L'agrandissement du public et la monétisation extrême de son show a impliqué des obligations de plaire au public et donc une apparente nécessité d'homogénéisation des candidats. En effet, ce qu'on appelle l'horizon d'attente du public est limité à ce qu'il connaît du drag et du travestissement. Donc, vu que ce public est large et n'est plus que LGBTI, ce qu'il attend du drag, c'est en fait une imitation de la féminité idéalisée. Puisque donc, pour la plupart des personnes non LGBTI, le travestissement ne se résume qu'à ça. L'incorporation donc, de nouvelles esthétiques comme le camp, le post-gender ou le spooky se voit qualifiée de, je cite, transformation ratée, comme si la féminité donc, était le seul but unique et ultime du drag. La montée en puissance des drag queens qui évoluent dans le mannequinat et dans les concours de beauté change la donne sur la constitution et les possibilités visuelles, notamment dans ce qu'on appelle les générations drag, les générations RuPaul, pardon. Donc, ce sont de nouvelles drags qui sont très très jeunes, qui ont 19-20 ans et qui ont regardé RuPaul depuis leurs 10-12 ans, donc qui n'ont que ça comme référentiel. Donc, nous pouvons nous reposer la question du lieu. Un lieu hétérotopique queer signifie public, communautaire et souvent restreint, fonctionnement alternatif, espace de sociabilisation et souvent de fête. Le passage à l'écran annule le caractère social du drag. Nous ne sommes plus devant un show qui s'adresse aux gens en face de soi et qui s'adresse en premier lieu à un jury, puis à des spectatrices et spectateurs. Vu que l'intérêt est de gagner, à la fois économiquement et symboliquement, les drag queens se plient aux règles et changent par rapport aux critiques faites par le jury, quitte à dissoudre leur identité esthétique. Les recommandations se font par exemple sur l'ajout de rembourrage afin d'accentuer les formes au niveau de la poitrine et des hanches et de porter un corset serré, d'avoir une démarche plus sensuelle et un maquillage plus féminin. À propos de cela, on notera qu'aucune drague dite fat queen n'a été couronnée dans les 14 saisons terminées, plus Thaïlande, Italie, Espagne, Hollande. Très peu de dragues racisées ont été couronnées. Beaucoup, ce qu'on appelle des fashion queens, ont gagné. Et notamment l'intégration de personnes trans après les critiques faites à RuPaul pour sa transphobie, donc les tokens, n'ont pas été couronnés, malgré le fait qu'ils soient bien meilleurs que les autres. À la sortie de ce concours, plusieurs dragues intègrent donc des runways, des défilés de couturiers comme Aquaria ou Miss Fame. Si l'émission a déjà exposé la notion d'hétérotopie, est-ce que les candidates portent en elles un potentiel hétérotopique qu'elles pourraient mettre en place sur les défilés? Est-ce que leur seule présence implique un potentiel hétérotopique? De même, lorsque ces artistes donnent des shows dans de grandes salles, comme les Folies Bergère ou le Bataclan, est-ce que ces salles deviennent donc des hétérotopies éphémères? On peut se poser la question du changement de normes lors de ces soirées, ou finalement l'action de l'artiste, la spectacularisation des performances, la taille de la salle restreignent le public dans sa réception et son interaction avec l'artiste, mais aussi avec le reste du public. Cette quasi-obligation à la passivité empêche les spectateurs et spectatrices de créer un système de sociabilisation alternatif à la société. Finalement, elles se retrouvent dans la même situation que lors d'une exposition dans un musée, où elles sont bloquées dans la contemplation sans pouvoir établir de discours. Il est difficile alors de pouvoir poser le terme d'hétérotopie sur ces lieux. Dans notre discours, il s'agit de savoir où poser la frontière entre hétérotopie et lieu de spectacle contemplatif, de pouvoir en expliquer les caractéristiques et donc les règles à respecter pour en être une. Après ce tour d'horizon rapide, nous pouvons voir que pour désigner, il faut savoir définir. Ce qui peut sembler de prime abord assez simple est en réalité beaucoup plus compliqué, car nous devons être précises et tendre à l'exhaustivité. Lorsque nous parlons d'hétérotopie, vous l'aurez compris, c'est mon terme préféré, on peut bien comprendre la volonté de Foucault derrière l'utilisation de ce terme. Il n'en reste pas moins que d'un show à l'autre, il faut savoir prouver, et il faut pouvoir prouver si c'en est une ou non. D'ailleurs, nous pouvons même pousser jusqu'à cette question: est-ce que les artistes veulent faire de leur show une hétérotopie? Donc rien n'est moins sûr. Celle-ci implique notamment donc, un public restreint, un dialogue avec ce dernier et une organisation alternative. Certains et certaines artistes souhaitent augmenter le volume de leur public et par là leurs revenus. Et elles peuvent percevoir leur performance comme un spectacle de danseurs
auquel cas le dialogue ne fait pas partie des éléments à prendre en compte. C'est le cas, par exemple, du show de Violette Chachki ou de Sacha Velour. Avec tout le respect que j'ai pour Sacha Velour. Le travestissement n'est plus vraiment le point culminant de leur spectacle, mais il y a toute une pratique donc, du burlesque chez Chachki qui la rapproche de plus en plus de Tita Von Teese et une narration très théâtralisée chez Velour. Nous pouvons nous demander si c'est là l'objectif de chaque drague, voire avoir les moyens financiers et logistiques de mettre en place des spectacles de plus d'1 heure, mobilisant des personnes tierces comme des danseurs et danseuses. Est-ce plus ou moins du drag que des artistes dites locales qui performent dans un bar? Doit-on avoir une sorte de fétichisme de l'authentique et donc de la précarité du drag? Je ne suis pas très sûre. Nous pouvons poser le fait que c'est une mutation du drag, en tout cas une nouvelle branche. Elle est très liée à l'émission Drag Race, bien évidemment, et de ses implications pour chaque drag qui y concourt. On entend par là importante exposition médiatique, augmentation rapide de la communauté de fans, tournée internationale, grande salle, mais du coup aussi grandes attentes pour le public. Les moyens mis sur la table pour ce type de tournée sont considérables par rapport à une artiste locale et traduit une certaine américanisation du drag. Comme tout qualificatif, il implique des exceptions, comme le show du duo Ivy Oddly et Plastic Tyra, donc une gagnante et une sérieuse concurrente du show RuPaul Drag Race USA saison 11. Elles ont performé dans un cabaret, donc à Paris, de petite taille, une ambiance intimiste où le public était debout et pouvait donc participer à l'ambiance du show. Mais tout n'est pas parfait, donc on notera toutefois qu'un échange rapide de paroles était possible avec les artistes si l'on payait un supplément conséquent au prix d'entrée. C'est une pratique régulière des shows d'artistes de RuPaul Drag Race. Ce concept de meet-up consiste donc en un dialogue minuté, la prise de quelques photographies avec l'artiste. Le prix des places pour ce genre de show étant nettement élevé, oscillant entre 80 et 120 € la place. Alors que les shows d'artistes locaux sont généralement à prix libre ou soit en environ de dizaines d'euros ou alors ça marche au pourboire. Cette différence de prix veut s'expliquer par une différence de professionnalisme, mais on est plutôt sur une ligne de l'argent appelle l'argent. Lorsque nous en sommes là, nous pouvons nous demander, outre la notion d'hétérotopie, si nous sommes toujours dans une démarche communautaire ou au moins dans des lieux communautaires. Donc rapidement, le public de RuPaul Drag Race a vu l'apparition d'une nouvelle catégorie de fans, les femmes hétérosexuelles, qui sont peu enclins à venir dans des lieux LGBTI, mais qui suivent assidûment les émissions de RuPaul, qui sont de ferventes fans, parfois très agressifs sur les réseaux sociaux. Donc, toutes ces données semblent indiquer une fracture ou du moins une évolution parallèle à ce que l'on connaît des scènes plus locales. Donc, je vais conclure. C'est toute une partie que j'approfondis dans ma recherche doctorale et dont je voulais vous partager les premiers questionnements qui m'ont amené à développer cette partie actuellement. C'est en comparant et en travaillant sur le terrain que nous gagnons en éléments d'enquête afin d'affiner notre réflexion. C'est une partie importante de notre recherche en l'heure actuelle, donc le travail sur le terrain. Nous n'avons que peu d'archives, car tout est en train de se faire. Les artistes drag ont tendance à beaucoup utiliser d'enregistrements éphémères, ce qu'on connaît comme les stories Instagram, qui du coup sont éphémères, donc c'est un problème pour les archives, et qui sont très difficiles à récupérer. Il faut pouvoir réenregistrer les stories ou alors rentrer en contact avec l'artiste et du coup gagner sa confiance pour récupérer les photos, voire même lui demander de faire intervenir un vrai photographe avec un appareil de qualité pour récupérer des photos. Donc c'est un travail qui par exemple va demander 2 ans et actuellement j'ai des photos de qualité pour en tout cas les drags sur lesquels je travaille sur la scène française, enfin francophone. Nous avons pu voir certaines mutations des spectacles travestis originels du début du milieu du XXe siècle. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu du succès retentissant de RuPaul Drag Race, nous avons constaté une multiplication des artistes sur la scène drag et donc une multiplicité des points de vue, tant dans le discours que dans l'engagement artistique. Le drag est une pratique en perpétuelle mutation, donc il est quasiment impossible d'arrêter le terrain et la recherche. Pourtant, il me semble indispensable de poser un discours, même temporaire, sur cette pratique afin de faire avancer collectivement la recherche et de se nourrir les unes les autres
via un débat constructif et sourcé. C'est par des initiatives comme ce type de colloque que nous pouvons nous enrichir des questionnements et commentaires du public et de nos collègues, mais également par ce qu'on appelle la médiation, le partage de connaissances en open source. Je vous remercie.